il est 10 h, donc on va commencer. Du coup, merci beaucoup d'être revenu. Je vais continuer ce que j'ai commencé la semaine dernière. Je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle la fonctionnelle de Kantorovich et qui va me permettre de... Donc, je vais l'introduire et ça va me permettre de démontrer un des deux théorèmes que j'avais énoncé la dernière fois, que je vais réénoncer. Et, disons, la première demi-heure, ça va être la preuve du théorème de Yann, donc de Brenier. En fait, je vais quasiment la faire jusqu'au bout. Et donc, c'est des rappels, en fait, c'est des choses bien connues maintenant. Et après, je vais utiliser cette fonctionnelle de Kantorovich pour démontrer plusieurs choses. Et voilà. Donc, je vous rappelle juste, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc, la dernière fois, on a vu partie 1, c'était les résultats généraux. Partie 2, c'était disons, partie 1, c'était l'introduction. Partie 2, c'était les résultats généraux. Donc, partie 3, c'est la fonctionnelle de Kantorovich. Et donc, la première partie, c'est je vais vous parler d'abord du problème dual. Donc, vous l'introduire, vous rappeler de quoi il s'agit. Mais avant ça, déjà, je vous rappelle exactement notre problème. Donc, on a une mesure source ρ sur un espace X qui est, en fait, dans quasiment tout ce que je vais raconter, c'est inclus dans RD, mais on pourrait faire ça dans des variétés riemanniennes, etc. Et puis, ici, on a une mesure mu qui est sur un espace Y qui est aussi inclus dans RD. Donc, je garde X et Y juste pour qu'on sache bien à chaque fois si on parle de la source ou de la cible. Et donc, ρ et mu sont des mesures de probabilité. Ok, ρ et mu sont des mesures de proba. On a le coût qui va être le coût quadratique, donc tout ce que je vais raconter. Et donc, on regarde le problème de transport optimal et on regarde en fait la solution T que j'ai noté T mu. Donc, ρ est fixé pendant tout l'exposé. Et ce qui va varier, c'est mu. Et la question qu'on se pose, c'est donc T mu, c'est le transport optimal de ρ vers mu. Donc je suppose que ρ est absolument continu par rapport à Lebesgue. T mu, c'est le transport optimal, donc l'application de transport optimal de ρ vers mu. Okay. Et la question qu'on se pose, c'est d'établir des inégalités. Et alors, juste, T mu, c'est un gradient de fonction convexe. Et je normalise phi mu de telle sorte que, donc c'est défini, il y a des constantes, et si le support est connexe, le support de ρ est connexe, phi mu est défini à une constante près, donc je la normalise de telle sorte que sa moyenne soit nulle. Donc là, ça va me le définir de façon unique dans tous les cadres que je considère, la moyenne sur X. Et du coup, les inégalités de stabilité qu'on va regarder aujourd'hui, en fait, c'est des inégalités de stabilité que sur les potentiels de Kantorovich. Donc le phi mu, c'est ce qu'on appelle le potentiel de Kantorovich. C'est pas donc il y a fonctionnel et potentiel, c'est pas pareil. Et aujourd'hui, on va juste s'intéresser à des inégalités pour les potentiels. Donc c'est plus petit que C, W1, mu nu, puissance alpha. On veut établir des inégalités de ce type, c'est-à-dire il existe C alpha tel que pour tout mu nu supporté dans Y, enfin des probas, ok, on a ça. Voilà, c'était ça qu'on voulait faire. Donc pour faire ça, j'introduis la formulation duale et du problème de transport. Donc je commence. Donc le problème initial, c'est le suivant. C'est donc l'infimum sur tous les plans de transport de intégrale de x.y au carré des gamma de xy sur x croix y. Et on peut le réexprimer d'une autre façon. Juste cette quantité-là, c'est égal à l'intégrale de x au carré des ρ de x, plus l'intégrale de y au carré des mu de y. Et ça, c'est des choses qui ne dépendent pas du plan de transport en lui-même, ça dépend que de ρ et mu. Par contre, ce qui va en dépendre, c'est ce qu'on appelle le couplage. C'est 2x scalaire y des gamma de xy sur x croix y. Et donc vous voyez que chercher l'infimum de cette quantité-là, c'est pareil que chercher le suprémum de cette quantité-là.
Donc on cherche, autrement dit, on est en train de rechercher le sup sur les gamma dans pi rho mu de l'intégrale de x scalaire y des gamma de xy. Voilà. Alors, on a un suprémum avec une contrainte. Donc les pi rho mu, c'est l'ensemble des plans de transport admissibles. J'avais défini ça la dernière fois. Et quand on veut faire de la dualité, on essaye de supprimer cette contrainte en introduisant donc des genres de multiplicateurs de Lagrange. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on remarque la chose suivante. On remarque que l'inf sur phi et psi, l'inf sur phi et psi de l'intégrale de phi d rho plus l'intégrale de psi d mu moins l'intégrale de phi plus psi des gamma. Donc je vais... Alors, phi plus psi, c'est juste la fonction sur x croix y dans R qui, en gros, associe phi de x plus psi de y, ok, qui à x, y associe phi de x plus psi de y. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cet inf, c'est égal à 0 si gamma est un plan de transport admissible. Par définition, si vous voulez, votre gamma, ça va vous faire intégrale de phi contre la première marginale de gamma, donc c'est intégrale de phi contre rho. Et l'intégrale de psi contre la deuxième marginale de gamma, ça fait intégrale de psi d mu, donc ça fait aussi 0. Et si ce n'est pas un plan de transport admissible, eh ben, cet infimum, c'est très facile de vérifier qu'en fait, il fait moins l'infini. C'est juste parce que si jamais le gamma il n'est pas de ce type-là, vous allez voir qu'il y a un certain ensemble A ou un certain ensemble B où il ne donne pas la bonne masse, la marginale n'est pas la bonne, et vous allez pouvoir choisir le phi, qui sont donc, je vais dire dans quoi on les prend, mais vous allez pouvoir choisir le phi qui a toute sa masse à cet endroit-là, et ça va vous faire votre infimum qui va tendre vers moins l'infini. Les phi et psi, en fait, il y a plein de... En fonction des auteurs, on trouve différentes définitions. C'est-à-dire qu'on peut les prendre continu borné, on peut les prendre dans L1. À chaque fois, ça donne le même résultat. Modulo des... Enfin, il y a des petites subtilités techniques, mais globalement, voilà, si vous vous demandez, quand j'écris juste phi psi, c'est continu borné ou alors dans L1. Le problème étant toujours que quand on prend dans L1, après, quand on veut définir des subs, des infs de façon ponctuelle, il y a parfois des problèmes. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a cette formulation-là, on la réinjecte là-dedans. Donc on trouve qu'en fait, on peut juste réécrire que ce problème-là, c'est le même que le sup sur tous les gamma qui sont juste des mesures positives sur x croix y de l'inf de intégrale de x scalaire y des gamma de xy plus donc inf sur phi et psi. Vous voyez, il n'y a plus de contrainte en fait, plus intégrale de phi d rho, plus l'intégrale de psi d mu, moins l'intégrale de x scalaire y des gamma de xy. Et ça, on va appeler cette quantité-là i de rho et de mu. D'accord? C'est un sup inf. Et la dualité, ça consiste à regarder le problème où on permute le sup et l'inf, qui a priori n'a rien à voir, mais comme on va le voir, en fait, ça donne le même résultat. L'inf sur phi et psi du sup sur gamma, m plus de x croix y. Donc m plus, c'est juste les mesures de radon positives. Voilà. Intégrale de x scalaire y des gamma de xy. Pardon, alors je me suis planté forcément là. Il y avait un phi plus psi. Ok. Et là, on va mettre moins phi plus psi. Plus l'intégrale de phi d rho, plus l'intégrale de psi d mu. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, donc on a ce nouveau problème qui a priori n'a rien à voir avec le premier,
mais qu'on étudie pendant 2 minutes, là, on s'aperçoit que ça ne dépend pas de gamma. Donc on peut le mettre en fait ici. Et on se retrouve avec un sup sur ça, un sup sur les gamma de cette quantité-là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il y a 2 possibilités. Donc le sup, là, ce grand sup-là, je peux le réexprimer sous la forme, c'est égal à... Il y a 2 possibilités. Soit c'est égal à 0 si phi plus psi est partout plus grand que x scalaire y. Et c'est égal à plus l'infini sinon. Donc c'est un peu le même genre d'argument que tout à l'heure. Donc si jamais phi plus psi est plus grand que x scalaire y partout, le meilleur gamma, ça va être le 0, ça va être 0 juste. Et puis sinon, eh ben, ça va vous faire plus l'infini parce que vous allez mettre un gamma qui charge l'endroit où cette inégalité-là n'est pas vérifiée. Et voilà. Très bien. Donc on a J qui est égal à ça. Et donc J, autrement dit, si je réécris à quoi c'est égal à l'inf sur tous les phi psi, tels que phi plus psi plus grand que x scalaire y. Enfin, c'est phi plus psi de xy plus grand que x scalaire y, de l'intégrale de phi d'Héro plus l'intégrale de psi des mu. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le problème dual. Voilà. Et il y a une remarque... donc, ensuite, toute la théorie de la dualité, c'est justement de remarquer que ces 2 problèmes, ils ont beau être a priori complètement différents, et ben en fait, ils donnent le même résultat. Alors, il y a une inégalité qui est triviale, c'est juste le fait que J de ρ et de mu, c'est plus grand que I de ρ et de mu. Ce qu'on appelle la dualité faible. Alors pourquoi? C'est juste parce que si vous avez intégrale de phi d'Héro plus intégrale de psi, donc si vous avez phi psi tel que phi plus psi est plus grand que x scalaire y, alors, gamma appartient à pi rho mu, alors, intégrale de phi d'Héro plus intégrale de psi des mu, c'est égal à l'intégrale de, par définition, c'est égal à l'intégrale de phi plus psi des gamma, et c'est plus grand que l'intégrale de x scalaire y des gamma, et quand vous prenez l'inf ici et le sup ici, vous retrouvez bien ça. Donc le sup sur les gamma, donc inf, voilà, on prend inf en phi psi, et sup en gamma. D'accord? Bon, tout ça c'est super standard, hein, je fais, mais c'est nécessaire pour disons, pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Ensuite, il y a une remarque très importante, c'est le support des... Alors, il y a une remarque déjà, c'est que sous des hypothèses assez faibles, les 2 problèmes... Alors, non, il y a une remarque déjà, pardon, c'est la dualité forte. Donc la dualité forte, c'est le fait que, en fait, J de ρ mu, c'est pas seulement supérieur ou égal, c'est égal à I de ρ mu. Et ça prend un peu de temps à démontrer, je ne vais pas le faire, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est un peu ça toute l'idée de la dualité. Et essentiellement, la plupart des preuves, c'est des idées de type théorème de Fenchel-Rockefeller. Donc, je veux dire, ça a été bien compris depuis les années 40 maintenant. Et ça va nous être utile à plusieurs moments.
ça vous dit qu'essentiellement vous pouvez vous intéresser à ce problème-là d'inf plutôt que ce problème-là de sup. Donc c'est phi-psi, un phi-psi qui... phi-psi solution du problème... on l'appelle comment? On l'appelle étoile, le problème dual. Un phi-psi solution du problème dual, c'est, on appelle ça des potentiels de Kantorovitch, ou un couple de potentiels. Disons, on appelle ça souvent le potentiel primal et le potentiel dual. Voilà. Il faut bien comprendre le phi vit sur x, le psi vit sur y. Et la remarque maintenant, c'est que, en fait, il y a, sous des hypothèses que je ne vais pas expliciter, il y a existence d'une solution au problème d'infimum et existence d'une solution au problème de suprémum. Donc les deux problèmes qui sont des infimums et des suprémums, sous des hypothèses raisonnables, il y a vraiment des couples d'optimiseurs. Alors, la remarque maintenant, c'est que pour tout gamma solution du problème primal, donc du problème... solution du problème, voilà, celui-là. Et phi-psi, solution de étoile, on a que le support de gamma est contenu dans l'ensemble des xy dans x croix y, tel que phi de x plus psi de y égale x scalaire y. C'est-à-dire que c'est contenu là où l'inégalité est saturée. Okay. Et ça, c'est une conséquence. Donc pourquoi? Juste que vous écrivez que, comme vous avez l'égalité des deux, vous avez intégrale sur x croix y de phi plus psi moins x scalaire y des gamma de xy, c'est égal à 0 par la dualité forte. Et du coup, comme ça, comme il y a toujours une inégalité entre les deux, ce terme-là est toujours positif, et donc vous obtenez bien que forcément, ça doit s'annuler là sur le support de gamma, donc c'est-à-dire le support de gamma est inclus dans ce truc-là. Voilà. Ensuite, après avoir vu ça, il y a la remarque, ça va être ce qu'on appelle le problème semi-dual. Donc le problème semi-dual, c'est la remarque suivante. C'est que quand on regarde l'inf, on a toujours intérêt à prendre un certain psi en fonction du phi. C'est-à-dire que là, comme vous cherchez un inf, et que vous avez phi plus psi plus grand que x scalaire y, et que rho et mu, c'est des mesures de proba, vous allez toujours avoir intérêt à prendre psi, qui est, si vous voulez, la fonction la plus petite possible, telle qu'on ait cette contrainte-là qui soit satisfaite. Et la fonction la plus petite possible, c'est juste la transformer de Legendre. Donc, on va juste définir phi étoile de x... Pardon, phi étoile de y qui est égal au sup sur tous les x de x scalaire y. Alors, oui, bon, il y a plusieurs notations, mais x scalaire y moins phi de y. Pardon, y scalaire x moins phi de x. Et donc, quand on a phi plus psi plus grand que x scalaire y, on a toujours que psi est plus grand que phi étoile. Et donc, on a toujours intérêt à prendre ici, dans l'infimum, on peut supposer sans perte de généralité que psi égale phi étoile. OK ? Et en fait, on peut itérer ça, c'est-à-dire qu'on peut dire maintenant, on peut prendre phi. Une fois qu'on a fait ça, on a pris psi égale phi étoile,
on a aussi, donc en fait la remarque c'est donc on a psi plus grand que phi étoile, et il y a une autre remarque, c'est que phi c'est plus grand que phi double étoile. Phi double étoile, c'est juste la plus grande fonction convexe qui est sous phi. Et donc en fait même on peut chercher la solution sous la forme intégrale de phi d rho plus intégrale de phi étoile d mu avec phi convexe. Ça, la conclusion. C'est que comme vous faites une double transformée de Legendre, votre phi il est devenu convexe. Si vous voulez, là, j'aurais dû mettre phi double étoile, mais je mets ça en disant que phi est convexe. Et donc la façon dont je vais souvent penser à ça dans la suite, c'est la formulation suivante, en fait, qui va être celle qu'on va le plus utiliser. Donc, finalement, même si, j'utilise qu'une partie de l'information que je viens de dire, mais en fait, notre problème de minimisation, ça va être intégrale de psi étoile d rho plus l'intégrale de psi d mu. Et psi, on va juste le prendre C0. Alors on pourrait supposer qu'il est convexe, mais on n'a pas besoin de faire ça. On va regarder l'inf sur tous les psi voilà, de cette quantité-là. C'est exactement, ça donne le même résultat que ce que j'ai dit avant. Voilà. Donc maintenant, comment on en arrive à conclure la preuve du fait que, donc vous vous rappelez, le théorème de Brognier, c'était le fait que T est le gradient, l'application de transport optimal est le gradient d'une fonction convexe. Pour ça, on va étudier un tout petit peu plus cette condition-là. Et on va faire juste une mini-proposition. C'est que phi de x plus phi étoile de y, c'est égal à x scalaire y, si et seulement si x, disons, si et seulement si y est dans le sous-différentiel de x, et si et seulement si x est dans le sous-différentiel de y, donc phi étant une fonction convexe, proposition si phi convexe. En fait, c'est si phi convexe au sens, c'est une fonction qu'on appelle propre, et on ne veut pas qu'elle soit tout le temps égale à plus l'infini, on ne veut pas qu'elle prenne la valeur moins l'infini, etc. Mais bon, disons, j'enlève tout ce qui est technique. Donc, cette condition-là, on va l'utiliser juste après pour conclure la preuve du théorème de Brognier. Donc, phi de x plus phi étoile de y égale x scalaire y. Donc, comment on fait pour prouver ça? Le sous-différentiel, bon, je ne vais peut-être pas rappeler ce qu'est le sous-différentiel. C'est juste l'équivalent des... C'est la généralisation des gradients quand votre fonction n'est pas différentiable. Donc, si jamais on a... En fait, il y a une inégalité qui est toujours vraie, c'est que vous avez toujours l'inégalité que phi étoile de y, c'est plus grand que x scalaire y moins phi de x. Donc en fait, cette égalité, c'est pareil que l'inégalité x, que juste l'inégalité. Ça, c'est pareil que pour tout z, phi de x plus y scalaire z moins phi de z plus petit que x scalaire y. Ça, c'est pareil que pour tout z, phi de z moins phi de x plus grand que z moins x scalaire y. Et ça, c'est pareil que y appartient à d phi de x. Donc ça montre cette équivalence-là, et si vous voulez cette équivalence-là, vous faites la même chose en utilisant que phi égale phi étoile étoile, donc théorème de Fenchel-Morrow parce que c'est pas juste phi convexe, mais phi convexe propre, etc. Et vous obtenez cette suite d'équivalences. Donc finalement, comme j'avais dit, le support de gamma, en fait, c'est contenu dans là où phi plus phi étoile égale x scalaire y, puisque je peux prendre psi égale phi étoile. Et donc, c'est contenu là où y appartient à d phi de x. Donc le support de gamma,
est contenu dans l'ensemble des xy tel que y appartient à des phi de x. Et donc, on est bien en train de dire que gamma est supporté dans le sous-différentiel d'une fonction convexe. Et jusqu'à présent, je n'ai rien utilisé sur ρ et mu. Je n'ai pas utilisé notamment le fait que ρ est absolument continu. Et si je mets comme ingrédient supplémentaire le fait que ρ est absolument continu, eh bien, phi va être différenciable ρ presque partout. Donc en fait, y il va être égal à gradient phi de x ρ presque partout. Et donc vous allez bien avoir que y s'obtient comme t de x avec ρ presque partout, mais on s'en fiche parce qu'on a une mesure ρ dans le problème. Donc on aura bien, ça implique en fait le théorème de Brognier quasiment immédiatement. Quelques petites vérifications à faire, mais c'est bon, donc on obtient bien que y est le gradient que t est le gradient d'une fonction convexe. Voilà, donc tout ça c'est des rappels, et un dernier rappel, parce que je vais m'en servir tout le temps, c'est la formule de dualité de Kantorowicz-Rubinstein. Et c'est juste la formule suivante, c'est que la semaine dernière, je vous ai rappelé comment on définissait la distance de Wasserstein. Et bien là, il y a une formule explicite pour le W1, qui est juste le suprémum sur toutes les fonctions 1 Lipschitz, donc de intégrale de f des mu. Disons, là, je définis mu nu des probabilités sur y avec un... Il faut juste qu'elles aient un premier moment. On va voir tout de suite pourquoi. F est 1 Lipschitz. Voilà. C'est un suprémum sur les fonctions 1 Lipschitz de cette quantité-là. Donc le fait qu'on demande des premiers moments, c'est juste parce que comme elle est 1 Lipschitz, elle peut avoir une croissance linéaire, et donc il faut que les intégrales soient définies. Et il y a une inégalité qui est triviale. Donc remarque, il y a une inégalité qui est triviale. Intégrale, c'est cette inégalité-là. Vous avez intégrale de f des mu moins intégrale de f des nu qui est égale à intégrale de f de x moins f de y des gamma pour tout plan admissible entre mu et nu pour tout plan admissible. Ça, c'est plus petit que x moins y des gamma de xy parce que la fonction est 1 Lipschitz. Et donc, en prenant le suprémum ici et l'inf ici, c'est bon, vous obtenez que ça, c'est plus grand que ça. Et donc, le fait que c'est égal, c'est à nouveau un exemple de dualité forte. D'accord ? Ça, c'est l'équivalent de la dualité faible que je vous ai fait tout à l'heure. Et le fait que c'est égal, voilà, c'est la dualité forte. Voilà, c'est tout pour les rappels. Enfin, les trucs très standards. Et maintenant, donc, je vais passer à des trucs plus, normalement, que moins de gens connaissent. C'était, la semaine dernière, je vous ai énoncé un résultat que je vais réénoncer, qui était un théorème dû à Gilli en 2011, et qui disait que le transport est stable si jamais vous êtes au voisinage d'un transport qui est régulier, qui est K-Lipschitz. Donc je vais réénoncer le théorème, et c'est ça que je vais vous prouver, parce que en fait, ça tient en peu de mots. Et c'est déjà, la preuve que je vous donne n'est pas due à Gilli, elle est due à Quentin Mérigot, à Delalande et à Chazal, mais il y a déjà dans cette preuve les prémices de ce qui va suivre sur la fonctionnelle de Kantorowicz. Donc voilà, donc on va dire 3.2, preuve du théorème de Gilli.
Donc à nouveau, l'idée est très standard en EDP, c'est le fait qu'il y a de la stabilité au voisinage de quelque chose qui est régulier. Donc ici, le théorème, c'est le suivant. Soit ρ supporté, disons ρ proba absolument continu dont le support est compact sur RD. Soit Y incompact de RD. Alors, pour tout mu nu dans P de Y, on a T mu moins T nu, donc le transport optimal de ρ vers mu moins le transport optimal de ρ vers nu, dont L2 de ρ est plus petit que C fois W1. Alors, pardon, pour tout mu nu tel que T mu est K Lipschitz, donc c'est ça l'hypothèse clé, vous supposez que vous travaillez au voisinage d'un transport Lipschitz, plus petit que CW1 de mu nu puissance 1,5, avec C égale essentiellement la constante de Lipschitz, donc évidemment, moins le transport est régulier, moins c'est bon, 2K, le diamètre du support de ρ, aussi plus votre ρ est gros, moins c'est bon, et le tout puissance 1,5. La question, c'est comment on arrive à exploiter l'information que T mu est K Lipschitz. Le fait que T mu est K Lipschitz, comme T mu c'est le gradient d'une fonction convexe, en fait, c'est le fait que vous avez T mu et K Lipschitz, donc essentiellement le gradient de T mu est plus petit que K, et donc vous avez que gradient carré de phi mu est plus petit que K fois l'identité. Donc la fonction phi mu, elle est ce qu'on appelle K smooth, K lisse. Elle n'est pas trop irrégulière. Et ça, je vais vous expliquer dans une seconde que c'est équivalent au fait que la hessienne du potentiel dual, psi mu, est plus grande que 1 sur K fois l'identité. Et une fois qu'on sait que le potentiel dual est plus grand que 1 sur K fois l'identité, autrement dit psi mu est fortement convexe, eh bien, on peut exploiter ça pour prouver le théorème, et on va voir tout de suite comment. Donc la première chose dont j'ai besoin, c'est juste de vous dire, donc, ça c'est ce qu'on appelle une fonction, donc je mets pas la... Bon, je peux dire que phi est appelé K lisse si gradient carré phi plus petit que K fois l'identité, et fortement convexe, c'est okay, psi et lambda fortement convexe si gradient carré psi est plus grand que lambda fois l'identité. Et donc la proposition, c'est que si phi est convexe, eh bien, phi est K lisse si et seulement si phi étoile est 1 sur K fortement convexe. Donc c'est un lemme super élémentaire, mais dont on peut juste avoir une petite idée. Alors, je vais garder ça. En un mot, comment on s'en convainc, même si je ne vais pas faire la preuve vraiment, parce que c'est juste des manipulations de fonctions convexes, mais on peut s'en convaincre juste en regardant ça. En fait, là, avec cette équivalence-là, on est quand même en train de dire un truc, c'est que à chaque fois que je peux aller de la source vers le dual en prenant un gradient de phi, et je peux aller de la source vers la cible, et de la cible vers la source juste en prenant la fonction inverse, c'est le gradient de la fonction conjuguée.
Et donc, en fait, cette proposition-là, quand tout est lisse et sympathique, en fait, on était juste en train de dire que gradient phi composé avec gradient phi étoile, c'est l'identité. Et quand vous différenciez ça, vous obtenez un truc comme gradient carré phi étoile, Hessienne de phi, composé avec le gradient de phi étoile, égale l'identité. Bon, c'est très informel, hein, mais toujours est-il que vous voyez que si vous avez l'information que gradient carré phi est plus petit que k fois l'identité, vous obtenez directement que la Hessienne de phi étoile est plus grande que 1 sur k fois l'identité. Okay, c'est assez trivial. Donc la preuve du théorème, c'est juste que, comme je viens de l'écrire ici, on n'a que psi mu est 1 sur k fortement convexe, et il va falloir exploiter ça. Alors, en fait, dans toutes nos preuves, tout ce que je vais raconter, les preuves, elles se décomposent toujours de la même façon. On prend cette quantité-là, on la majore par quelque chose qui n'est pas du tout comme un W1 ou quoi, mais on fait apparaître le W1 à la fin juste en utilisant Kantorowicz-Rubinstein. Parce qu'il y a des fonctions 1 Lipschitz qui sont dans le truc intermédiaire que je vais écrire maintenant. Donc ce truc intermédiaire, pour ce théorème-là, c'est la chose suivante. En fait, on a T mu moins T nu dans L2 de ρ au carré, qui est plus petit que psi mu moins psi nu contre nu moins mu. Et c'est quoi cette notation? Donc, cette notation-là, c'est juste, là vous avez une fonction, là vous avez une mesure, donc c'est intégrale, disons, f contre m. Ce que je note f contre m, c'est juste l'intégrale de f dm. Et ensuite, cette quantité-là, ça va être super facile de la majorer par W1 de mu nu, en fait. Parce que, ça, c'est des fonctions qui sont en Lipschitz, en fait. Et donc, on va juste utiliser la dualité de Kantorowicz-Rubinstein. Donc, la preuve du lemme, c'est le truc essentiel. Alors, la preuve du lemme, on fait la chose suivante. On va utiliser que psi mu est 1 sur k fortement convexe. Donc, on va déjà regarder juste psi mu contre nu moins mu. On regarde juste un bout. Le fait que ρ, quand on le pousse en avant, donne mu ou nu en fonction de par quoi on le pousse en avant, on va l'exploiter directement. On va dire que c'est l'intégrale de psi mu de t nu de x moins psi mu de t mu de x. Tout ça contre d rho de x. Là, on a juste utilisé le fait que c'est un transport de ρ vers nu et de ρ vers mu. Donc évidemment, c'est sympa parce que là, on voit déjà apparaître qu'on va pouvoir exploiter de la convexité. Donc comment on exploite la convexité? On utilise juste le fait que psi mu de y moins psi mu de z, c'est plus grand que y moins z scalaire v plus 1 sur 2k y moins z au carré. Donc ça, c'est juste la forte convexité. Et ça, c'est vrai pour tout v dans le sous-gradient de z. OK? C'est la définition de la forte convexité. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de prendre? On a envie de prendre y égale t nu de x, z égale t mu de x. Mais z égale t mu de x, ça, c'est pareil que z est dans le disons, c'est pareil que z est dans le sous-gradient de phi mu de x, ou dans même le gradient, et ça, on vient de voir que c'est pareil que x
est dans le sous-gradient de psi mu de z. Et c'est exactement ce dont on a besoin ici. Okay, ici, en gros, je suis en train de vous dire, comme je prends z égale t mu de x pour ici, eh bien c'est de façon équivalente, c'est x est dans d psi mu de z, et c'est exactement ce dont j'ai besoin pour l'appliquer. Tout ça, ça peut paraître, disons, cette preuve peut sembler un peu miraculeuse au premier abord, elle va s'éclaircir au fur et à mesure du fait qu'on va avancer. Voilà, donc autrement dit, je peux mettre cette inégalité-là, je peux tout remplacer, je peux mettre t nu, t mu, et ici je peux mettre x. Donc je vais l'écrire là-haut. Donc psi mu de t nu de x moins psi mu de t mu de x est plus grand que t nu de x moins t mu de x, scalaire x, ça c'était le v, plus 1 sur 2k, t mu de x au carré, pardon, t mu de x moins t nu de x, le tout au carré. Donc là, on voit apparaître petit à petit des trucs sympas. On a ce terme-là qui nous plaît parce qu'il est plus petit que ça. On a ce terme-là qui nous embête. Mais les choses sont bien faites. C'est qu'il nous reste le terme psi nu. Alors, on ne sait rien sur psi nu. On sait juste que c'est une fonction convexe. Mais on ne sait pas que c'est fortement convexe. Là, j'ai exploité à fond la forte convexité de psi mu, mais psi nu, j'ai rien dit pour l'instant. Et en fait, psi nu, exactement par les mêmes arguments, je peux obtenir la même inégalité pour psi nu, juste ce terme-là qui correspondait à la forte convexité, je ne vais pas l'avoir. Et donc, ce que je vais obtenir, c'est la chose suivante. Je vais obtenir psi nu de t mu de x moins psi nu de t nu de x est plus grand que t mu de x moins t nu de x scalaire x. Et je n'obtiens pas le terme d'après. Mais c'est pas grave, parce que si je somme les deux, ces deux-là ils vont s'annuler quand je vais sommer les deux, et je vais me retrouver exactement avec. Donc ça c'était juste. Là, c'était juste psi mu nu moins mu. Ça, c'est psi nu, mu moins nu. Et donc, quand je somme les deux, j'obtiens exactement ce que je voulais, c'est-à-dire psi mu moins psi nu moins mu, plus grand que 1 sur 2k, t mu de x au carré moins t mu de x au carré. Pardon, et il fallait évidemment intégrer à un moment, c'est-à-dire que ça, c'est égal à l'intégrale de ça, en fait. Donc, il faut tout intégrer contre 0. Et donc là, il y a intégrale contre 0. Voilà. OK ? Donc comment on fait ça ? Donc je vais vous expliquer, juste après la preuve, comment on interprète tous ces calculs, parce que c'est peut-être ça le point clé. Bon, déjà, comment on conclut? Donc ça, c'était la preuve du lemme. Comment on conclut la preuve du théorème? Il suffit de majorer ça par un W1 de mu nu. Et en fait, psi mu moins psi nu, c'est une fonction qui est Lipschitz, qui est, disons, je sais pas, A Lipschitz, avec A égale, alors on va voir, alors je vais le dire, mais psi mu, comme on l'a vu, psi mu, quand je prends son gradient, si vous voulez, quand je prends le gradient de psi mu, sachant que c'est phi mu étoile, j'ai effacé du coup, mais ça m'envoie dans la source. Ça m'envoie dans le support de ρ, en fait. Si vous voulez, le gradient de psi mu, il est inclus, ou le sous-différentiel, il est inclus dans le support de ρ.
Et le sous-différentiel de psi nu, lui aussi, il est inclus dans le support de ρ. Vous êtes en train de prendre la différence entre deux points du support de ρ, quand je prends le gradient de cette fonction-là. Le gradient est contenu dans la différence de deux points du support de ρ, donc en fait, la différence des deux fonctions est A Lipschitz avec A égale diamètre du support de ρ. Donc il y a une... Ça, c'est pas vraiment une preuve, ce que je viens de vous faire. Vous pouvez juste tout écrire à la main. Vous pouvez écrire psi mu moins psi nu de y moins psi mu... Bon, je vais pas le faire, mais vous pouvez voir que c'est A Lipschitz avec... voilà, vous faites la preuve. Donc c'est ça. Et du coup, quand on applique Kantorowicz-Rubinstein, on obtient que ça, c'est plus petit que A fois W1 de mu et de nu. Et après, on fait repasser le 2K et on est bon. On met la racine carrée, on obtient le théorème. Voilà. Alors, l'interprétation de tout ça, elle vient maintenant. En fait, cette quantité-là, tout ça, c'est interprété comme, moralement, on va le voir dans une seconde pourquoi, comme x moins y scalaire gradient f de x moins gradient f de y pour une certaine fonction f, qui est en fait une fonctionnelle en l'occurrence. Et donc, là, ce que je vous ai écrit, c'est une inégalité de forte convexité sur f. Et ce t mu moins t nu, en fait, ça va être plus ou moins ce qui va en jouer le rôle. Enfin, moralement, c'est x moins y au carré, fois une constante, du coup. Il y a une... Ah, pardon, oui, non, c'est correct. Voilà. C'est une inégalité de ce type-là. Et la question, c'est, donc, x, c'est psi mu, y, c'est psi nu. Donc, en fait, f, c'est une fonctionnelle, c'est une fonction sur les fonctions, et le gradient de f, ça va être une mesure. Il faut juste introduire la bonne fonctionnelle, et en fait, on a déjà tous les outils, et dont on va du coup devoir prouver qu'elle est fortement convexe. Et la forte convexité de cette fonctionnelle va être exactement équivalente, ou enfin quasiment équivalente, à la stabilité du transport optimal. Donc c'est ça la morale de ce calcul. Donc le point clé, donc cette fonctionnelle de Kantorowicz, en fait, donc là c'est peut-être le point clé de tout ce que je vais raconter dans la suite. Donc fonctionnelle de Kantorowicz. On repart de la formulation infimum de l'intégrale de psi étoile des ρ plus intégrale de psi des mu. Infimum sur les psi. Évidemment, quand vous cherchez un infimum, la première chose que vous avez envie de faire, c'est d'écrire les conditions du premier ordre d'optimalité. Vous avez envie de dériver par rapport à psi. Donc, vous regardez la fonctionnelle qui a psi associe ça. On va l'appeler K tilde. Je différencie par rapport à psi. Donc, moralement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici, quand je différencie par rapport à psi, donc tout ça c'est super heuristique, mais j'obtiens mu. Et ici, j'obtiens quoi? Je vais vous montrer dans une minute que ce que j'obtiens, donc c'est une mesure, hein, et ce que j'obtiens, c'est aussi une mesure, et ça va être gradient de psi étoile poussé en avant ρ, avec un moins de vent. Donc ça, c'est un calcul qu'on va faire dans une minute. Mais donc ça, c'est la condition du premier ordre. Si vous voulez, c'est gradient K tilde égale ça. Et donc, pour trouver l'infimum, on va chercher évidemment les gradients K tilde égale 0. C'est équivalent à mu égale gradient psi étoile poussé en avant ρ. Ce qui est exactement le fait que psi étoile, qui est une fonction convexe, psi étoile, et le transport, enfin le potentiel de Kantorowicz, le gradient psi étoile, c'est le transport optimal de ρ vers mu. Donc on retrouve que les minimiseurs de cette fonctionnelle correspondent en fait aux transports optimaux. Et ensuite, ce qu'on peut avoir envie de faire,
c'est de regarder les dérivées secondes de cette fonctionnelle. Regardez un peu comment ça se comporte au voisinage du minimum. Parce qu'au fond, vous êtes en train de vous dire, bah, j'ai la solution du problème, et à quel point la fonctionnelle est convexe au voisinage de son minimum, ça va aussi me dire ce qui se passe si je regarde des points un peu à côté, est-ce qu'il y a une stabilité, etc., des minimiseurs par rapport à la fonctionnelle. Bon. Je vais vous expliquer ça plus en détail, mais regardez on regarde juste la dérivée seconde maintenant. Et la dérivée seconde de K tilde, je ne vais pas vous l'écrire tout de suite, mais vous voyez bien que quand vous dérivez une deuxième fois K tilde, le mu, il disparaît. Il n'y a plus de dépendance en psi, donc en fait, ça va être la même dérivée seconde que juste ce morceau-là. Ça, si vous voulez, c'est un morceau linéaire en psi, on s'en fiche un peu. Et donc, donc gradient carré, Hessienne de K tilde, c'est pareil que la Hessienne de K, ou de carreau, on va l'appeler, ou carreau, c'est carreau de psi, c'est juste l'intégrale de psi étoile des ρ sur x. Et cette fonctionnelle, c'est elle, la fonctionnelle de Kantorovitch. On a juste ce qui est... Donc, il y a plusieurs... Donc, on a jeté à la poubelle ce second terme. Il y a donc plusieurs raisons pour ça. Il y a une des raisons, c'est que vous voyez que ce qui est sympa, c'est que ça ne dépend plus de mu. Ça dépend juste du ρ qu'on s'est fixé. Vous avez une fonctionnelle qui dépend que de ρ, et ρ, de toutes les façons, c'est quelque chose qu'on s'est fixé par avance. On était en train d'étudier la stabilité pour refixer. Donc là, on a une fonctionnelle qui dépend juste de psi, qui ne voit plus mu, et dont on sait calculer le gradient et la dérivée seconde. Et moralement, là, je vais vous expliquer plus précisément comment cette idée que la forte convexité de quelque chose est liée à la stabilité. Donc, forte convexité équivalent à la stabilité. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Alors, je vais juste prendre un exemple super basique. Je prends une fonction de RD dans R, fortement convexe. Disons, c'est fortement convexe. Et donc, on a, je suppose qu'elle est différenciable une fois. On a que cette quantité-là, donc j'ai dit que ça allait jouer un rôle important, c'est plus grand que C fois x moins y au carré. Donc là, ce qui jouait le rôle ici, c'était ça, et à la fin, j'utilisais Kantorovitch-Rubinstein pour trouver une borne supérieure sur ce truc-là. Mais ici, quand on est dans RD, il y a beaucoup plus simple. Enfin, évidemment, le truc équivalent à faire, c'est juste d'utiliser Cauchy-Schwarz. Et donc, on obtient que gradient f de x moins gradient f de y, ou plutôt, on obtient que x moins y est plus petit que 1 sur c fois gradient f de x moins gradient f de y. Et donc, si je fais un mini dessin, on est juste en train de dire la chose suivante. On est en train de dire que si gradient f de x et gradient f de y sont proches, alors x et y sont proches. Donc tout ça, c'est trivial, mais quand on l'applique à ce que je viens de dire, vous prenez f qui est carreau. Donc si f égale carreau, gradient f, disons gradient carreau, en psi, c'est juste gradient psi étoile poussé ρ.
Si je sais que gradient carreau de psi1 est proche de gradient carreau de psi2, alors psi1 et psi2 sont proches. C'est ça que je viens de dire. Si gradient carreau de psi1 et gradient carreau de psi2 sont proches, alors psi1 et psi2 sont proches. Mais gradient carreau de psi1, c'est juste, mettons, mu. Gradient carreau de psi2, c'est juste nu. Donc je suis en train de dire si mu et nu sont proches, psi mu et psi nu sont proches. Ce qui est exactement de la stabilité. Si mu et nu sont proches, psi mu et psi nu sont proches, c'est exactement ce qu'on voulait. Et on va pouvoir avoir des bornes quantitatives. Là, vous voyez, il y a un 1 sur C, on obtiendra une borne quantitative sur à quel point ils sont proches. C'est ça la stratégie de la preuve. C'est là, j'ai juste employé, disons, mu, j'ai pris psi mu, disons, j'ai pris gradient carreau de psi mu, poussé en avant ρ, et gradient carreau, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Gradient psi mu, poussé en psi mu étoile. Ça, c'est juste le gradient de carreau de psi mu. Bon, je crois que j'ai pas mal raconté à l'oral. Oui? C'est à peu près clair? Toute la stratégie de la preuve est là-dedans. Enfin, je veux dire, la stratégie pour cette séance-là. Disons ça, tout ce que je raconte, c'est donc ce qui a été mis en place par Quentin Mérigot et Alex Delalande. Et en fait, ça vient d'idées qu'ils avaient en numérique pour calculer voilà, le transport optimal, comment on faisait pour le calculer. Donc, ils regardaient cette fonctionnelle. Et c'est venu peu à peu que ces propriétés permettaient d'établir la stabilité. Voilà, je crois que c'est à peu près bon. Je crois que c'est bon. Ah bah non, oui, évidemment. Il me reste à vous calculer les... Donc avant de faire la pause, je vais juste vous calculer du coup ces dérivés de carreau pour vous montrer exactement ce que ça veut dire et comment, qu'est-ce qui apparaît. Okay. Donc on doit calculer les dérivés de carreau. Donc carreau, donc proposition. Si donc ce que je vais écrire, je vais vous mettre les hypothèses après. Ce que je vais écrire, c'est que si je prends une courbe psi t, qui est une courbe de psi, donc comment se comporte carreau de psi t? Donc d sur dt de carreau de psi t, t, peu importe, égale moins l'intégrale. Donc ce que je veux faire, c'est psi t, on pose psi 0, psi 1, c'est des fonctions c0 de y. Y, c'est toujours le truc compact, la cible. Et on pose psi t égale 1 moins t psi 0 plus t psi 1. En fait, on est juste, comme on a une fonctionnelle, pour calculer ces dérivés, on fait juste de la dérivée directionnelle. Et donc, on va voir que c'est moins v de gradient phi t de x, de ρ de x, avec phi t qui est juste psi t étoile. Après, on va voir la dérivée seconde. Je laisse un peu de place. Donc évidemment, pour calculer la dérivée de ce truc-là, il suffit de regarder déjà la dérivée en t de lui, psi t étoile. Donc déjà, on regarde juste d sur dt de psi t étoile de x pour un certain x, soit x fixé. D sur dt de psi t étoile de x, c'est quoi? C'est d sur dt du max de x scalaire y moins psi t de y, max sur y,
Et là, vous faites juste le théorème de l'enveloppe, donc qui vous dit, vous devez juste différencier là où le max est atteint. Donc le max, où est-ce qu'il est atteint? Le max en y, où est-ce qu'il est atteint? Il est atteint quand x égale gradient psi t de y. Je suppose que tout est différenciable à nouveau, hein. Je m'en fiche des sous-gradients et des trucs comme ça. Il y a une façon de l'écrire proprement, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse là. Et donc, ça vous définit y de façon implicite, mais à nouveau, vous pouvez l'expliciter juste en prenant cette relation magique là, que j'écrivais là-bas, sur x appartient au sous-gradient si et seulement si y appartient au sous-gradient de la conjuguée. Et ça, c'est donc y égale gradient phi t de x. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'on est en train de différencier en t psi t au point gradient phi t de x. Et donc ça, c'est exactement moins... Alors, mais je ne vous ai pas dit ce que c'était v, peut-être. Ouais, c'est un problème. V, c'est psi 1 moins psi 0. Pardon. Et en fait, c'est aussi égal du coup à la dérivée de psi t. Et donc ça, c'est exactement moins v de gradient phi t de x. Donc ça, c'est le théorème de l'enveloppe. Donc ça, c'est une relation importante. Je la réécris juste avec phi t, d sur dt de phi t de x. C'est juste ça. Et donc, quand vous intégrez ça, et que vous faites passer, disons, pour faire d sur dt de carreau de psi t, vous faites juste intégrale de d sur dt psi étoile t, je fais juste rentrer le d sur dt à l'intérieur, et ça me donne la relation que j'ai écrite à droite. Et ensuite, la dérivée seconde, donc là, ça me prouve la formule que j'ai écrite là-bas. Dérivée seconde, d carré sur dt carré de carreau de psi t, c'est égal. Eh bien, c'est égal, évidemment, je dois juste regarder intégrale, disons, pour calculer, bon, je veux calculer ça, je regarde déjà, comme il y a ce terme-là qui apparaît, je regarde déjà d sur dt de v de gradient phi t de x. C'est quoi? C'est l'ASN de phi en x, gradient v de gradient phi t de x. Et donc, quand j'écris la dérivée seconde, je vais juste obtenir que c'est moins... qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça va pas du tout ça. C'est pas ça. C'est d sur dt du gradient phi t de x, pardon. Alors, d sur dt du gradient phi t de x, je peux juste le calculer en faisant commuter le gradient avec d sur dt. Disons, ce terme-là, c'est égal à ça. Et le d sur dt, je l'ai déjà calculé. Donc c'est juste le gradient de cette expression-là. Donc c'est moins SN de phi t de x, gradient v de gradient phi t de x, appliqué à gradient v de gradient phi t de x. Donc vous avez une Hessienne fois un vecteur et un vecteur, et donc vous obtenez juste que ce gars-là, vous avez un moins qui vient de là, un moins qui vient de là, vous obtenez juste que c'est intégrale du produit scalaire entre gradient v de gradient phi t de x, on va peut-être l'écrire comme ça, Hessienne de phi t de x, gradient v de gradient phi t de x. Disons, ce n'est pas des parenthèses, c'est un vecteur. Voilà, d rho de x. Voilà. Donc je vous ai calculé les deux dérivées. Il y a une chose qui est immédiate à voir, c'est que ça, c'est positif. Ça vous dit que votre fonctionnel est convexe, carreau, mais en fait, vous pouviez le voir même ici, parce que si vous voulez, c'est une intégrale
contre x, la fonction qui a psi associe psi étoile de x, pour un x fixé, c'est une fonction convexe. Donc vous êtes en train de prendre une combinaison convexe de fonctions convexes et vous êtes toujours convexe. D'accord ? Mais là, le fait d'avoir calculé sa dérivée seconde explicitement, ça va permettre de trouver une borne inférieure. Une fois qu'on aura trouvé une borne inférieure, on aura trouvé le C qui est ici. Et en réinjectant dans cette stratégie de preuve, on aura des bornes quantitatives sur la stabilité du coût du transport optimal. Et donc tout ce que je vais faire dans la deuxième partie, là de la deuxième heure, disons, ça va être de vous expliquer comment on trouve une borne inférieure sur cette quantité-là. Et je peux juste vous dire en un mot, c'est que vous avez affaire à une quantité qui rappelle fortement l'inégalité de Braskamp-Lieb, qui est une inégalité dont je vais reparler, mais qui est une inégalité où vous avez comme ça une hessienne, et 2 fois le même vecteur, intégré contre une certaine mesure, qui doit être log concave, ce qui n'est pas le cas ici, mais on va voir comment se ramener à ce cas-là. Donc la deuxième partie, ce sera ça, et la preuve du théorème sur les logs concaves. Et voilà, donc on fait 5 minutes de pause, je reprends à 11h11, disons. Bon, alors je vais reprendre. Donc, voilà, je vous ai montré que la dérivée seconde de cette fonctionnelle, on pouvait la calculer, que ces dérivées secondes, c'était lié à voilà, la forte convexité de la fonctionnelle, qui était liée à la stabilité. Et maintenant, je vais vous énoncer un des théorèmes principaux, qui est donc ce que je vais appeler une inégalité de variance. Une inégalité de variance pour les compacts convexes. Donc c'est donc inégalité de variance. Et la preuve va être un tout petit peu longue, mais en fait, je vous la fais parce que c'est... modulo les détails techniques, mais je vais vous la faire parce que je pense que c'est quand même un des trucs principaux du cours. Donc voilà. Inégalité de variance dans les compacts convexes. Alors de quoi il s'agit? Une inégalité de variance, je vais employer souvent ce terme, une inégalité de variance, ça va juste être, donc déjà je vous rappelle la variance d'une fonction par rapport à une mesure qui est juste intégrale de f moins intégrale de f des ρ au carré des ρ, qui est aussi l'infimum sur tous les c dans R de l'intégrale de f moins c au carré des ρ. Bon, et une inégalité de variance, ce que j'appelle inégalité de variance, c'est juste une borne supérieure sur la variance. C'est var ρ de f plus petit que quelque chose. Voilà. Et pourquoi c'est... Donc d'où ça sort, ces variances? C'est parce que ce qu'on va regarder, comme je vous l'ai dit, c'est des inégalités du type phi mu moins phi nu au carré L2 de ρ plus petit que quelque chose. Enfin, j'ai mis un carré, voilà. Et phi mu et phi nu, c'est des choses qui sont centrées. Donc phi mu moins phi nu, en particulier, des ρ, c'est égal à 0. Et donc, ça n'est autre que la variance par rapport à ρ de phi mu moins phi nu. Et le fait d'avoir ce point de vue, évidemment, bon, c'est juste, on est en train de réécrire une norme L2, mais avoir ce point de vue, ça permet de vraiment comprendre de quoi il s'agit, parce qu'il y a plein d'autres inégalités dans la littérature qui sont en fait des inégalités de variance, à commencer par l'inégalité de Poincaré, et ensuite, Braskamp-Lieb, c'est aussi une inégalité de variance, et bon, il y a plein de choses qui sont des inégalités de variance, voilà. Et nous, on s'intéresse encore à des inégalités de variance, sauf que nos inégalités de variance, au lieu d'avoir plus petit que, je ne sais pas, par exemple, dans Poincaré, vous auriez l'intégrale du gradient, eh bien ici, on va avoir des quantités comme celles que j'avais écrites à droite à un moment, là, avec des psi mu moins psi nu, nu moins mu, voilà. Mais qui ont les mêmes propriétés d'un certain point de vue. Elles vont avoir certaines propriétés de linéarité qui font qu'on va pouvoir les combiner à un moment comme si c'était des inégalités de Poincaré. Donc de quoi il s'agit? Le théorème, c'est le suivant. Soit sigma égale e puissance moins v, une probabilité log concave
sur un compact convexe Q. Alors, je m'imagine, en fait, Q, c'est un morceau de X, moralement. Q, en fait, tel qu'on va l'employer, ça va être un morceau de X, tout le temps. Voilà. Et vous avez dessus une mesure log concave. Donc, je vous rappelle, ça veut juste dire que V est convexe. Ensuite, soit ρ, proba sur Q, qui se compare à sigma. C'est-à-dire, elle est bornée par en dessous et par au-dessus par sigma. Soit ρ une proba sur Q, telle que il existe deux constantes qu'on appelle petit m ρ et grand m ρ, telles que m ρ sigma, plus petit que ρ, plus petit que m ρ sigma. Donc au sens des densités. Souvent j'écris des probas, j'écris juste leur densité en fait. Enfin, soit y compact. Donc ça c'est toujours la cible, c'est toujours la même chose. Alors, pour tout psi 0, psi 1 dans C0 de y, pour toute fonction dans la cible, on va avoir l'inégalité de variance suivante. La variance par rapport à ρ de f, donc f c'est n'importe quelle fonction pour toute f. Ah non, pardon, c'est pas n'importe quelle fonction, c'est psi 1 moins psi 0, phi 1 moins phi 0. Donc, psi 1 étoile moins psi 0 étoile. Donc, moralement, il faut s'imaginer psi 1 et psi 0, ça va être psi mu et psi nu à un moment. Donc les potentiels duaux. La variance, donc exactement ce que je veux, c'est exactement ce que je veux ici, juste je prends ça pour des fonctions continues générales, plus petit qu'une certaine constante que je vais écrire, fois toujours la même quantité qui apparaissait dans le théorème de Gilli, exactement la même quantité, et donc, pardon, alors, c'est pas, à nouveau, c'est psi 1 moins psi 0, poussé en avant. Donc ce qui joue le rôle de mu moins nu, c'est gradient psi 0 étoile, poussé en avant ρ, moins gradient psi 1 étoile, poussé en avant ρ. Donc ça, la notation est un peu pénible, mais on est juste en train de tester une fonction contre une mesure, et ces mesures, il faut vraiment s'imaginer qu'on a psi nu moins psi mu, mu moins nu, d'accord, et qu'on va pouvoir appliquer Kantorowicz-Rubinstein à la fin. Et là, il y a une constante qui est pénible, mais qui est assez optimale. Alors, fois, comment je note ça, fois RY fois le diamètre de Q. Donc, j'écris explicitement la constante. Donc, E, le nombre E, grand m ρ sur petit m ρ, le diamètre de Q, et RY, c'est juste le max des Y sur Y dans Y. Peu importe, vous pouvez vous imaginer qu'il y a une constante, mais ce qui est très agréable, c'est que cette constante ne dépend presque de rien. Elle n'est notamment pas dépendante de la dimension, ce qui est important. Le sigma n'apparaît pas. Le sigma n'apparaît que par cette chose-là, en fait. Et c'est ça qui est, disons, ce théorème, il y a une première version avec une constante beaucoup moins bonne qui est due à de Lalande-Mérigot. Et le problème, c'est que il n'y avait pas le sigma dans leur truc. C'était soit ρ, disons sigma, c'était égal à une constante. Mais en fait, quand on va vouloir appliquer ce théorème avec ρ gaussienne, ou une troncature de gaussienne, le fait que sigma, que ça marche et que les constantes dépendent pas du tout du sigma, tant qu'elle est log concave, ça va faire qu'on va pouvoir prendre sigma, qui est voilà, la gaussienne, donc ρ, ça va être essentiellement sigma, donc les constantes, ça va être 1, et vous allez avoir un truc qui est parfaitement adapté justement à traiter des cas log concave.
globalement, pour ρ. Ce qui n'était pas le cas avant avec... donc, en fait, cette forme-là du théorème, c'est Quentin Mérigot et moi qui l'avons écrite, en s'appuyant... C'est juste une amélioration, disons, on a beaucoup raccourci leurs preuves et trouvé la technique pour qu'il y ait ce sigma qui permette de traiter le cas gaussien à la fin. Donc la preuve, au début, était assez longue, et maintenant, elle tient un peu de... Elle est assez courte, maintenant. Alors, c'est donc une inégalité c'est une inégalité de forte convexité, parce que là, vous avez reconnu gradient carreau de psi 0, enfin moins gradient carreau de psi 0, et plus gradient carreau de psi 1. Et donc là, c'est vraiment de la forte convexité, sauf que, à gauche, vous avez psi 1 étoile moins psi 0 étoile. Donc en fait, si vous vouliez vraiment que ce soit de la forte convexité, il faudrait que ce soit psi 1 moins psi 0, et pas psi 1 étoile moins psi 0 étoile. Mais, en fait, nous, donc ce n'est pas une inégalité de forte convexité à proprement parler, puisque c'est pas qu'il faudrait enlever les étoiles, mais pour ce dont on a besoin, en fait, on a besoin des potentiels phi mu et phi nu, en fait, c'est exactement ce dont on a besoin. Donc voilà. Et la dernière remarque que je veux faire sur ce théorème, qui est donc un des points clés, c'est qu'il y a deux cas où on va l'appliquer. C'est quand, disons, il y a deux cas importants. C'est quand ρ est elle-même log concave, deux cas importants. Ρ est log concave. À ce moment-là, on prend ρ égale sigma. Et l'autre cas important, c'est sigma est une constante. Et sigma est constante. Voilà, et uniforme. Et quand vous prenez sigma uniforme sur le convexe, voilà, ça vous dit juste, il faut regarder la ρ par rapport à Lebesgue. Bon, c'est juste une petite remarque, il faut s'imaginer ces deux cas-là. Alors, pour montrer ce théorème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer cette quantité-là, qui était déjà apparue dans le truc de Gigli, et là qu'on va beaucoup mieux étudier. On va réexprimer cette quantité-là comme, vous voyez, c'est la différence donc c'est gradient f de x moins gradient f de y, x moins y. Vous pouvez exprimer ça en fonction de la dérivée seconde de carreau le long de la courbe qui joint psi 0 et psi 1. La dérivée seconde. Et donc, quand vous allez prendre la dérivée seconde de carreau, vous allez avoir cette quantité-là qui apparaît. Et comme je vous l'ai dit, on la minore avec Braskamp-Lieb. Et donc Braskamp-Lieb, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous rappeler le théorème de Braskamp-Lieb dans une version pour les compacts, donc inégalité de Braskamp-Lieb, donc qui est due à Braskamp et Lieb en 1975, et qui a plein de preuves maintenant. Alors, une première preuve, disons la preuve plus ou moins originale, c'était en utilisant des inégalités plus générales de Prekopal-Leinler. Et c'est des inégalités une façon de les prouver, c'est de les prouver en dimension 1, et ensuite d'utiliser des arguments de tensorisation, c'est-à-dire monter en dimension en utilisant le fait que si vous avez l'inégalité dans deux espaces x et y, alors dans le produit, c'est aussi vérifié. Il y a une preuve que moi j'aime beaucoup, de toutes les façons je ne vais pas faire de preuve, mais c'est dans mes notes, donc qui sont disponibles sur ma page web. L'inégalité de Braskamp-Lieb, ça a été reprouvé par Helfer et Jestrand dans les années 90. Et une fois que je l'aurai énoncé, je vous raconterai en deux mots comment ça marche cette preuve, mais c'est une preuve très courte. Alors l'inégalité de Braskamp-Lieb, c'est la chose suivante, soit ρ 0, alors soit V convexe, donc disons V soit Q convexe, un convexe Q, un sous-ensemble de RD, V strictement V de Q dans R strictement convexe, tel que ρ0, qui est la mesure E puissance moins V, est une mesure de proba. Alors, pour tout f, la variance par rapport à ρ0 de f est plus petite que quoi? L'intégrale
de gradient f, donc gradient f de x, la hessienne de v inversée, et à nouveau gradient f de x, d rho de x, d rho 0 de x. Ça, c'est, moralement, c'est quoi? C'est une inégalité de Poincaré miraculeuse, parce que vous avez une constante 1 qui ne dépend pas du V. Quel que soit le V que vous prenez, quel que soit du coup le ρ 0, ben, ça vous donne une constante 1. Et juste la pondération, en gros, cette hessienne de V introduit pile la bonne géométrie pour que la constante ce soit 1. Et vous pouvez vous convaincre qu'il faut bien une hessienne puissance moins 1, parce que, disons, plus ρ 0 est piqué, donc plus la hessienne va être grande, donc plus ce terme-là va être grand, plus la variance à un f donné va être petite, parce que les valeurs de f qui pourraient contribuer à la variance ne sont pas vues par la mesure ρ 0. Vous pouvez vous convaincre assez facilement que la hessienne, c'est la hessienne puissance moins 1. Et donc, il y a une preuve possible de cette inégalité, qui est utilisée beaucoup en physique statistique. Voilà. Alors, c'est de prouver qu'en fait, la variance est égale, dans un certain sens, à une intégrale, le même genre d'intégrale, avec un autre opérateur L. Et l'opérateur L, vous pouvez l'expliciter, en fait, en fonction de f. Et ce L, il va être, vous allez pouvoir le comparer au V. Et cet L, c'est de la forme moins laplacien plus quelque chose, qui dépend de V. Et établir cette formule, c'est pas trop compliqué. Bon, il y a des petites subtilités qui sont liées au fait que c'est un opérateur qui agit sur les gradients, enfin sur les informes. C'est plus subtil que ça en a l'air, mais voilà. Il y a une égalité derrière cette inégalité. Alors, maintenant, une fois qu'on a Braskamp libre, on peut commencer à réfléchir un peu à comment se dépatouiller avec ça. Donc on va commencer par ce terme-là. Donc on va commencer par ce terme-là. Alors, psi 1 moins... Donc à nouveau, hein, psi t c'est toujours égal à psi 0 plus tv avec v égale psi 1 moins psi 0. Donc ça, c'est psi 1 moins psi 0. J'écris juste ce terme-là. Alors, gradient psi 0 étoile, poussé en avant ρ, moins gradient psi 0, psi 1 étoile, poussé en avant ρ. Et comme j'ai dit, on reconnaît... Alors, on reconnaît quoi? On reconnaît que c'est d sur dt de carreau de psi t en t égale 1. Ça, c'est juste... Ça, c'est v, si vous voulez. On avait vu que ce terme-là, c'était moins l'intégrale de v gradient phi t de x. Donc en 1, c'est gradient phi 1. Gradient phi 1, c'est juste gradient psi 1 étoile. Et donc, quand vous intégrez contre d rho, c'est pareil que de dire que c'est l'intégrale de v contre gradient psi 1, gradient phi 1 poussé en avant ρ. Là, je suis juste en train de vous dire que ça, ce terme-là, est égal à ça moins la même chose en 0. Ça contre ça, ça fait ça. Et ça contre ça, ça fait ça. Donc, enfin, c'est vraiment fait pour ça, ce terme-là. Hein, c'est presque, j'aurais pu l'écrire comme ça dès le début. C'est l'intégrale de 0 à 1 de d carré sur dt carré de carreau de psi t. Alors, on sait que l'intégrale de la dérivée seconde, on l'a déjà calculée, c'est juste gradient v
le gradient φt de x, on va très rapidement arriver à Braskamp libre, du coup, la hessienne de φt de x, gradient v, gradient φt de x. Alors, le problème, c'est que pour appliquer Braskamp libre, on n'est pas bon parce qu'on a une hessienne, pas puissance moins 1, mais en fait, caché derrière, il y a une hessienne puissance moins 1, c'est juste qu'on n'est pas avec les bonnes variables. Et les bonnes variables, si vous voulez, il y a un truc, c'est que on a toujours envie de pousser en avant V. En fait, la bonne variable, on l'a déjà vu apparaître plusieurs fois, c'est celle-là. V de gradient φt de x, on l'a déjà vu apparaître plein de fois. En fait, c'était ce que j'avais écrit d sur dt de φt de x, à un moment, c'était égal à ce truc-là. C'est égal à moins V de gradient φt de x. Donc, c'est ça la bonne variable, c'est W de x. W de x, c'est ce truc-là. Et du coup, Wt de x, pardon. Et en fait, donc, cette intégrale, ça n'est autre que... Et pardon, il y a un d-rho qui manque. D-rho de x dt, intégrale sur q. Alors, quand je vous l'exprime juste à nouveau, en fonction du w, et là, on va être bon, parce que ça fait exactement apparaître... Quand vous calculez le gradient de Wt, ça va vous faire apparaître une hessienne de φt que vous êtes obligé d'enlever. Ça va vous faire apparaître exactement ce que vous voulez. Voilà. Donc là, on a bien la puissance moins 1. On est pareil pour appliquer Braskamp libre, sauf que... Alors, aussi, ça peut paraître miraculeux d'appliquer Braskamp libre. En fait, il faut savoir que tout ce que je raconte là... dans les premiers papiers, les gens avaient écrit ça avaient tout fait dans le cadre semi-discret, c'est-à-dire où mu et nu sont discrètes. Et à ce moment-là, plutôt que Braskamp libre, ça va être d'autres inégalités de convexité qui vont intervenir, du type Brun-Minkowski, des choses comme ça. Donc c'est peu à peu que les gens se sont aperçus que Braskamp libre, ça allait être la bonne chose, mais au début, c'était des choses plus simples, de comparaison de volume, plus classiques. Et aussi, pour ceux qui connaissent, les cellules de Laguerre, dont on comparait le volume. Donc évidemment, ça peut paraître miraculeux a posteriori d'utiliser Braskamp libre, mais bon, il y a eu un cheminement pour en arriver là. Une fois qu'on en est là, on a presque Braskamp libre. Le seul problème, c'est que pour Braskamp libre, vous êtes obligé d'avoir ρ qui est E puissance moins φt. Ça doit être relié. Là, j'avais écrit ρ0, c'est E puissance moins v. Et là, ce n'est pas le cas. Φt, c'est juste un potentiel, enfin, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas de lien a priori. Donc, on n'est pas bon là pour l'instant. Il faut travailler encore un peu. Et une façon de faire, c'est la chose suivante. Je vous rappelle que ρ, c'est lié à sigma. Et pour faire intervenir sigma, il faudrait qu'en fait ce soit V ici. Si vous voulez, ρ, à peu de choses près, je pourrais imaginer que c'est sigma. Donc là, j'aurais plutôt envie de V. Et donc, avec Quentin, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, faisons apparaître V. Alors, on veut que ce soit plus grand que quelque chose. Donc c'est plus grand que l'intégrale de 0 à 1, intégrale sur Q, gradient Wt de x, la hessienne de φt plus V. Donc maintenant, alors on n'a toujours pas exactement V, mais on a φt plus V, ce qui n'est pas très loin d'être V, et on a fait une majoration qui peut paraître grossière, mais qui en fait marche. Donc, alors on n'est toujours pas bon, parce que ρ, c'est pas E puissance moins φt plus V, mais par contre, on peut introduire ρt qui est vraiment E puissance moins φt plus V, donc moins φt moins V, fois la constante qui permet de renormaliser, constante de normalisation pour que ρt ce soit une mesure de proba. Et en fait, le truc, c'est que ρt et ρ, on va arriver à les comparer. On va réussir à dire que finalement, si on met ρt à la place de ρ, c'est quasiment la même chose. Donc, comment on fait pour faire ça ? Alors, je vous montre justement comment on fait pour comparer ρ et ρt. Alors, ρt, déjà,
c'est plus petit que... Alors, bon, déjà, je peux écrire phi t, j'écris que le sub de phi t à t fixé, j'appelle ça mt, sub des phi t de x, sur x, sur t, sur x, x dans q, du coup, et grand mt, c'est... Ah non, pardon, ça c'est l'inf. Et grand mt, ça va être le sub. Bon alors, ρt, le point clé, c'est que, en fait, grand mt moins petit mt, c'est lié à la constante de Lipschitz de phi, et la constante de Lipschitz de phi, on sait que les potentiels de Kantorowicz, comme leur gradient, ça vous envoie dans la cible est compacte, donc le gradient est borné, donc les phi t sont Lipschitz. Et donc, tout ça, grand mt moins petit mt, je sais que c'est borné par quelque chose qui dépend juste du diamètre de Q. Donc j'ai pas de problème à introduire ce genre de choses, je sais que je ne suis pas loin de la vérité. Je ne perds pas grand-chose, je vais pouvoir écrire que grand mt moins petit mt, essentiellement, c'est plus petit que le diamètre de Q. Donc ρt, c'est plus grand, par exemple, que zt puissance moins 1, e puissance donc moins phi t, donc moins grand mt, et e puissance moins v, c'est sigma, mais sigma, c'est plus grand que ρ sur... Sigma, c'est plus grand que ρ sur grand m ρ. Et ça, c'est plus petit que zt moins 1, à nouveau, e puissance moins mt, ρ sur petit m ρ. Donc, bon, on ne sait pas trop bien où ça nous mène tout ça, mais on a ces comparaisons-là. Et donc maintenant, cette ligne-là, je vais juste pouvoir réexprimer en faisant apparaître ρt. Donc je vais me permettre d'effacer pour ne pas tout avoir à réécrire, mais je vais écrire que c'est plus grand que ρt. Donc ρ, c'est plus grand que ρt fois zt, e puissance mt, fois m ρ. Là, j'ai juste remplacé en utilisant cette inégalité-là. Et maintenant, là, je suis vraiment bon pour appliquer Braskamp-Lib pour l'inégalité à l'intérieur, à t fixé. Et pardon, alors oui, alors c'est intégrale de 0 à 1. Ça dépend de t, a priori. À l'intérieur, j'ai une grosse inégalité. Je peux appliquer Braskamp-Lib, donc c'est plus grand que l'intégrale de 0 à 1, zt, e puissance mt, m ρ. Et donc, Braskamp-Lib me dit que c'est plus grand que la variance par rapport à ρt de wt dt. Donc là, j'ai incroyablement simplifié le truc. J'ai presque plus rien. Et la variance par rapport à ρt, comme ρt, c'est plus grand que quelque chose fois ρ, vous pouvez vérifier que variance par rapport à ρt de f, c'est plus grand que la même constante c qui est ici, variance par rapport à ρ de f. Ça, c'est trivial à partir de la définition de la variance comme un inf sur les c, sur les constantes. Du coup, ça, c'est plus grand que l'intégrale de 0 à 1. Là, j'avais un zt, et il disparaît avec le zt moins 1, e puissance mt moins grand mt, m ρ sur petit m ρ, variance par rapport à ρt de wt dt. Bon, je vais réécrire ça parce que... Par rapport à ρ, voilà. J'ai fait réapparaître le ρ parce que le ρt, il m'embêtait parce que je veux pas trop de trucs qui dépendent de t. Donc en fait, la preuve tient presque entièrement sur le tableau là-bas. Là. Donc, je répète, on a juste quelque chose qui dépend de presque rien. Alors, maintenant, donc, comme je vous l'ai dit, grand mt moins petit mt, en fait, c'est plus petit que le diamètre de Q. Juste par cet argument de gradient phi et dans la... Gradient phi est... pardon, c'est plus petit que... non, pas... C'est plus petit que quelque chose qui dépend de y, plutôt. Plus petit que le ry. Bon, il y a peut-être une constante, je ne me rappelle plus, mais voilà. Ah oui, non, mais je crois que c'est ry fois le diamètre de Q. C'est ça la vérité.
Il y a un peu les deux parce que comme vous avez un x' moins x, vous allez avoir un diamètre de Q qui apparaît. Bon, peu importe. Toujours est-il que le t disparaît, donc c'est plus grand que l'intégrale de 0 à 1, donc de ry diamètre de Q. Bon, peut-être que je me suis un tout petit peu trompé dans les constantes, je ne me rappelle plus très bien, mais l'essentiel, c'est surtout que donc les constantes dans le théorème étaient bonnes, peut-être que dans la preuve, il y a juste ce truc-là qu'il faudrait vérifier. Intégrale var rho de wt dt. Et donc maintenant, on a ce truc-là, et on savait que c'était bon, en fait, que ce n'était pas un problème d'avoir ce genre de quantité. Pourquoi? Parce que wt, comme je vous l'ai réécrit, ce n'est autre que la dérivée de phi t de x, à un signe près. Et donc ça, c'est plus grand que une intégrale de variance. Une moyenne de variance, c'est plus grand que la variance de la moyenne. C'est juste une inégalité de... on peut l'avoir de plein de façons, de Jensen, de Minkowski, de je ne sais pas trop quoi, mais on peut faire sortir la variance dt. Et maintenant, l'intégrale de 0 à 1 de wt dt, c'est exactement la variance par rapport à ρ de phi1 moins phi0, évidemment, parce que vous avez d sur dt. Et donc, c'est psi1 étoile moins psi0 étoile. Donc ça conclut la preuve. Donc il y a plein d'étapes, mais au fond du fond, ce qui simplifie tout, c'est quand même l'utilisation de Braskamp-Lieb et le fait qu'il y a l'introduction du V à cet endroit-là fait tout marcher. Après, les comparaisons de mesures, bon, faut s'y faire. Voilà. Et donc, comment on conclut la preuve du cas log concave? Je ne sais pas si je vous fais... Oui, si, je vais quand même vous montrer. Je vous le montre en 2 mots, peut-être juste avec les idées, avec les mains, parce qu'il y a un truc plus rigolo que je voudrais faire après, avant la fin du cours. Donc, c'est bon, tout le monde à peu près? Ouais. J'ai juste une question. Là, la dépendance en RY et le diamètre, c'est pas exponentiel du coup parce qu'il y avait Ah, exactement, tu as tout à fait raison. Pardon. Il y avait une exponentielle ici, et je vous ai effectivement, j'ai passé sous le tapis. Il y a une exponentielle de RY fois le diamètre. Le seul truc, c'est qu'il y a l'argument qui permet de passer à un truc linéaire, c'est un argument de scaling. Ça veut dire que tu prends le psi1 et le psi0 et tu les rescales par un lambda. Et ça te rescale évidemment les psi1 étoile, psi0 étoile. Et il y a une dépendance en lambda qui est introduite comme ça. Et tu optimises le lambda et ça te fait disparaître la dépendance exponentielle. Et en fait, c'est super important, effectivement, dans l'application à la fin. Donc, effectivement, il y a un petit point subtil en fait, c'est pas si c'était une dépendance exponentielle, ce ne serait pas homogène, en quelque sorte. L'inégalité finale ne serait pas homogène. Et donc, tu peux l'optimiser en la rendant homogène, en choisissant le bon paramètre lambda. Ouais. Alors, enfin, donc comment, je vous rappelle, donc le théorème 1 qu'on avait prouvé, c'était si ρ égale e puissance moins u moins f avec d carré u plus grand que kappa fois l'identité et f est dans L infini. Voilà, donc ça c'est une log concave log perturbée, soit ρ comme ça, sur RD, donc sur RD. Eh bien, pour tout Y compact, il existe C, tel que pour tout mu nu dans P de Y, on ait l'inégalité sur les potentiels. Donc je vous rappelle, dans cette séance, on ne prouve que les inégalités sur les potentiels. Les inégalités sur les applications de transport, ça vient plus tard. Ça viendra à séance 3, 4, je ne sais pas. Donc c'est W1 mu nu, et on a un terme qui nous embête qui est
qui nous embête, au sens où on ne sait pas s'il est optimal, celui-là. 1 plus log, enfin, essentiellement log, mu nu, puissance 1,5. Bon, peu importe exactement la valeur. Et la façon de le prouver, c'est juste de prendre un très gros, un R, soit, ouais, je peux le dire à l'oral parce que je ne suis pas sûr de tout écrire. Vous prenez une très grosse boule et vous regardez la mesure ρ restreinte à cette boule. Le problème, c'est que, si vous voulez, le théorème que j'ai écrit, ça s'applique que quand la source est compacte. Donc là, je ne peux pas l'appliquer. Et le fait que la source est compacte, ça intervient tout le temps, parce que c'est ça qui me permet d'avoir le fait que les potentiels sont Lipschitz, les potentiels duaux, donc ça intervient. Et en fait, ça intervient, en fait, cette inégalité est quasiment optimale, et les troncatures qu'on prend font intervenir des paramètres qui, on voit bien, jouent un rôle, on ne peut pas directement tout faire dans RD. Enfin, ça semble compliqué. Prends une grosse boule, dans la source, là, dans le RD. Le Y, on n'y touche pas. C'est toujours le même. Le Y, il est compact, il est sympa. On applique le théorème sur la variance, là, dans les compacts. Et la constante étant explicite dans ce théorème, on sait qu'on a une dépendance, par exemple, il y avait le diamètre de Q. Donc Q, c'est la grosse boule. Là, c'est Q égale BR. B de 0 et R. Son diamètre, c'est juste 2R. Donc, on va avoir une dépendance en R. R, c'est énorme. Et cette dépendance en R, elle est linéaire, elle ne va pas nous poser trop de problèmes. Et ensuite, on prend quoi comme potentiel? C'est quoi les potentiels qu'on prend dans B de 0R? En fait, on va juste prendre des troncatures, tout bêtement, des potentiels de Kantorovitch associés à la mesure, au transport de ρ vers mu. Donc on va juste prendre phi, donc on va poser ρr, c'est ρ restreint à BR sur à B de 0R sur ρ de B de 0R. Et phi, si vous voulez, on va prendre phi mu R. C'est quoi? C'est phi mu dans B de 0R et plus l'infini ailleurs. Et pareil pour phi nu R. Et ce qu'on va utiliser, et donc psi mu R, c'est juste phi mu R étoile. Si vous voulez, vous faites des troncatures de tout, et vous utilisez l'inégalité de variance pour ces psi mu R. Parce que toute l'inégalité, c'était avec psi 1, psi 0, donc c'est des psi qu'il faut prendre. Et pour ce ρr là, et ce que vous allez obtenir, c'est un truc du style, la variance par rapport à ρr de phi mu R moins phi nu R est plus petit que, vous allez obtenir R fois psi mu R moins psi nu R, gradient psi nu R étoile, poussé en avant ρ, moins gradient psi mu R étoile, donc phi mu R en fait, je devrais écrire, poussé en avant ρ. Et à nouveau, vous allez pouvoir appliquer le fait que ça, c'est Lipschitz, avec une constante R, puisque, à nouveau, quand vous regardez des fonctions dans la source, elles vont être Lipschitz, avec une constante qui dépend de la taille, du diamètre du domaine source. Donc dans la cible, la constante de Lipschitz est en fonction du diamètre de la source. Et donc là, vous allez obtenir que, quand vous appliquez Kantorovitch-Rubinstein, essentiellement, enfin, il y a des constantes comme ça va être R carré, W1, de ce qu'on pourrait appeler mu R, nu R. Mu R, c'est juste ça, et nu R, disons, nu R, c'est ça, mu R, c'est ça. Mais en fait, là, vous êtes embêté, vous avez ρr, vous avez mu R, vous avez nu R, mais comme ρr, c'est essentiellement dans une grosse boule, pour un truc comme ça, vous avez quasiment toute la masse de ρ, c'est pareil pour mu R, qui est obtenu comme un poussé en avant de ρ, ρr. Et donc, en fait, vous êtes très proche à des petits termes de reste près qu'on peut expliciter. Ici, vous pourriez mettre des termes qui ne dépendent que des moments de la Gaussienne, enfin, des moments de votre mesure log concave. Vous pouvez les expliciter, et ensuite, vous choisissez, donc, par exemple, donc je vous écris juste le genre de terme qu'on obtient. Donc,
J'ai presque fait toute la preuve, mais... Alors, donc on obtient en fait la variance par rapport à ρr de phi mu r moins phi nu r est plus petit que... pardon, la variance par rapport à ρ, maintenant je peux changer, justement, c'est ce que je vous dis, c'est que je peux changer et je peux obtenir un truc du style la variance par rapport à ρ de phi mu moins phi nu est plus petit que r carré W1 de mu nu plus RD E puissance moins kappa, donc le fameux kappa qui était là. Kappa R carré sur 2, évidemment, c'est lié à la décroissance de votre ρ. Et ensuite, vous optimisez sur R, on optimise sur R, ça va nous donner, là, on prend un R qui est grand, qui est de l'ordre de R égale un truc du style kappa puissance moins 1 fois log de W1 mu nu puissance 1 demi. Comme ça, le R carré est fois une constante, voilà, je sais pas, 4. Ce terme-là, il est petit devant celui-là, et celui-là, il donne un log, puis log W1 fois W1, et quand vous prenez la racine carrée, vous obtenez le résultat. C'est juste un argument de troncature, à la fin. Mais le truc qui est un peu spectaculaire, c'est qu'en fait, donc nous, on se demandait si c'était optimal, parce qu'il y a quand même un tas d'inégalités pas du tout optimales dans tout ce qu'on fait. Kantorowicz-Rubinstein, Braskamp-Lie, bon, là, on a fait quand même un paquet d'inégalités, on ne sait plus trop où on en est. Et donc, on a été à se demander, est-ce que c'est vraiment bon, ça? Et donc, on en était revenu à la question que je vous ai posée, enfin, que je vous ai dit qu'on s'était posée, c'était comment tester l'optimalité des inégalités de variance. Donc, comment on fait pour montrer qu'il y a des transports qui sont stables ou pas stables? Donc, stable, on s'est prouvé, là, mais comment on fait pour prouver que c'est optimal? Et donc, moi, c'était un des trucs qui m'a le plus amusé là-dedans, c'était que on essayait juste de calculer des choses explicites. Donc, première stratégie, qui est la stratégie que on avait, en fait, que les gens qui, dans la stabilité du transport, je pense, il y avait très peu d'exemples connus. Il y avait un exemple que je n'ai pas raconté, mais avec un ρ, c'est la mesure uniforme sur un disque, et mu nu, c'est des mesures discrètes, et on peut calculer tout explicitement. Donc il y a une première stratégie, c'est de se dire, donc qu'est-ce que je veux vous prouver? Je veux juste vous dire, cette inégalité, cet énoncé serait faux si je mettais plus epsilon ici. Puis j'oublie ce terme-là. Donc ce serait faux si je mettais un truc un tout petit peu plus fort qui consisterait à en mettre plus epsilon. Pourquoi ce serait faux? Parce que, donc, une première façon de le faire, de chercher, c'est de se dire, je vais trouver des mu et des nu qui sont proches, et tels que le phi mu et le phi nu sont loin. OK. Pour trouver mu et nu, et ensuite calculer le phi mu et le phi nu, c'est quand même compliqué, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples où, à partir du mu, vous pouvez me trouver le transport optimal. Par définition, c'est un problème compliqué. Et le bon point de vue, enfin le bon point de vue, non, notre point de vue qui est probablement quand même nettement plus simple, c'est de se dire, on va trouver phi mu et phi nu, et mu et nu, on peut les calculer super facilement, puisque mu, donc prendre phi mu et phi nu explicite, ou plutôt des suites de phi mu et phi nu, et ensuite on écrit juste que mu, c'est quoi? C'est gradient phi mu poussé en avant ρ. Et nu, c'est gradient phi nu poussé en avant ρ. Et donc, ensuite, calculer le W1 entre ces deux-là, peut-être que c'est quand même pas si compliqué que ça. Et donc, qu'est-ce qu'on choisit, par exemple? Donc, je vous dis, par exemple, si on prend ρ, qui est la gaussienne, e puissance moins x carré sur 2, 2pi puissance moins d sur 2, qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme phi mu, phi nu? Bon, on a fait des tests, on a réfléchi un peu. Et on s'est aperçu qu'un truc qui marchait bien, c'était d'introduire une famille. Vous voyez, pour contredire des inégalités, il ne me suffit pas de prendre juste un couple mu nu, c'est pas ça qu'il me faut toute une famille de phi mu et de phi nu pour pouvoir contredire. On a introduit phi r
de x qui est x moins r plus, donc la partie positive, moins une constante. Donc la partie positive, c'est juste le max entre z et 0, ok. Et la constante, elle est juste là pour que intégrale de phi r d rho égale 0. Donc, un dessin, c'est juste, vous êtes dans RD, mais je vous le fais en... Voilà, c'est ça, et symétrie radiale. Et la pente, là, c'est 1. Enfin, c'est moins 1, là, c'est 1. Je vais juste commencer, je vais vous donner, il me reste 5 minutes, je vais juste vous expliquer comment on calcule un peu les choses avec cet exemple-là. Il y a un premier truc, c'est que, qu'est-ce que c'est gradient phi r poussé en avant ρ. Donc ça nous permet de vraiment comprendre ce que ça veut dire. Gradient phi r poussé en avant ρ. Le gradient de phi r, c'est quelque chose qui vaut 0 ici. Et ici, c'est juste quelque chose de module 1 et qui tourne, qui est donc juste un élément de la sphère SD-1. Qu'est-ce que c'est concrètement? Ρ, quand on le pousse en avant, ça veut dire que toute la masse qui est ici, elle est envoyée sur 0, et toute la masse qui est à l'extérieur, elle est envoyée de façon uniforme sur la sphère unité. Donc c'est ρ, donc c'est alpha R c'est ρ de B de 0R, delta 0, plus 1 moins alpha R, sigma bêta SD-1, avec bêta, la mesure uniforme sur la sphère. Uniforme sur SD-1. Donc quand je veux calculer le W1 entre les deux, c'est super simple finalement. Disons, gradient phi R' poussé en avant ρ, c'est complètement explicite. C'est essentiellement en fait alpha R moins alpha R'. D'accord? Donc ça, c'était, en fait, c'est la partie qui, a priori, aurait dû être plus compliquée, puisque c'était le calcul des distances entre mu et nu, et en fait, il s'avère que c'est hyper simple. Sachant que ρ, faut vous imaginer, le choix qu'on fait, c'est R très grand et R' très proche de R. Et donc, ça veut dire, ça, c'est essentiellement des choses du type E puissance moins R carré sur 2 fois, voilà, disons, ça va être du type R. Le choix qu'on fait explicitement, c'est R' égale R plus 1 sur R. Pourquoi on fait ce choix-là? On imagine que R est très grand, et donc la gaussienne varie très peu entre R et R plus 1 sur R. C'est ça qu'on fait comme choix. Et ça va être de l'ordre de R d-2, E puissance moins R2 sur 2. Et ensuite, évidemment, calculer la norme L2 de phi R moins phi R', le CR, je peux le calculer explicitement, c'est pas très compliqué. Je calcule la norme L2 de ce truc-là, c'est pas cher. Et la norme L2, elle donne quoi? Elle donne R d-4, E puissance moins R2 sur 2. Ça, c'est la norme L2 de phi R moins phi R' avec ce choix-là de paramètres. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est... Non, je crois que c'est le carré. Et donc, vous voyez que ça, c'est de l'ordre de ça. Et donc, c'est bien, quand vous prenez la racine carrée, ça vous donne le bon résultat. Et le log vient du fait que vous n'avez pas les mêmes puissances de R. Donc, finalement, ça nous dit que c'est optimal. Et le truc qui est très amusant, c'est que, je vous ai dit, on a aussi un résultat dans les compacts convexes, qu'on peut d'ailleurs déduire directement de l'inégalité de variance que je vous avais écrite, juste en faisant un nouveau Kantorowicz-Rubinstein, et qui nous donne que si ρ, cette fois, ce n'est pas log concave, mais c'est juste la mesure uniforme sur un compact convexe, on a la même inégalité avec aussi le 1,5. Sans le truc comme ça. Et on s'était dit, est-ce que c'est optimal? Et
en fait, c'était peut-être juste une intuition un peu... je sais pas, en fait, ça n'a peut-être rien de très intelligent, mais quand vous avez une gaussienne, ça peut être vu comme une limite d'objets en grande dimension. Donc, par concentration de la mesure, les gaussiennes, c'est un peu comme des mesures uniformes sur des sphères en grande dimension, des choses comme ça. Et en fait, on arrive à montrer que l'inégalité, comme ça, quand ρ est uniforme sur, disons, une boule en dimension d, eh bien, elle devient asymptotiquement... Donc, il y a un exposant qui tend vers 1,5 quand la dimension tend vers l'infini. Autrement dit, notre inégalité pour ρ sur un domaine compact convexe est optimale quand la dimension... Enfin, devient progressivement optimale, l'exposant devient progressivement optimal quand la dimension tend vers l'infini, et moralement, moi j'ai envie de penser que c'est un peu lié au fait que pour la gaussienne, c'est vraiment optimal. Voilà. Et on peut faire le même genre de calcul, peut-être que j'aurai le temps de les faire à une autre séance. Voilà, bon, je vous remercie, et à la semaine prochaine.